Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. D'édition Sagaljet. Les communes de Balbala, le dernier bilan de l'incendie d'hier s'élève à 10 maisons détruites. Et la primature incendie réunion du conseil de crise. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu donc aujourd'hui en fin de matinée au palais présidentiel Abdi Youssouf Afar, propriétaire de Sagaljet, une célèbre maison d'édition du Somaliland. Il s'agit donc d'une audience dédiée à la remise au président de la République d'un lot de 100 livres édités en langue somali. Cette donation illustre les liens privilégiés qu'entretiennent dans tous les domaines Djibouti et le Somaliland. Elle a surtout valeur de reconnaissance de l'engagement personnel du président djiboutien en faveur de la préservation et de la promotion de la culture somalienne. Je remercie le président Guelleh pour l'honneur qu'il me fait en acceptant donc de recevoir ce lot de 100 livres, a dit à la presse Abdi Youssouf Ar à l'issue de son entretien avec le chef de l'État. Ces livres insèrent les récits les plus connus de la littérature et de la culture somalie, a indiqué le propriétaire de la célèbre maison d'édition du Somaliland. Il traite aussi de l'histoire de l'art somali, a-t-il poursuivi. Le représentant donc de la République de Djibouti auprès du Somaliland, Hussein Omar Kawalié, qui a pris part donc à cette rencontre, a quant à lui indiqué aux médias que la remise de ce lot de 100 livres au président de la République traduit bien la collaboration multiforme qui existe entre Djibouti et le Somaliland. A noter également la présence à cet événement du ministre djiboutien des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barri. Et concernant le bilan noir donc dans la commune de Balbala, les incendies se poursuivent. Hier, une dizaine de maisons ont été détruites par l'incendie. Et comme vous pouvez le voir sur les images, les sapeurs-pompiers de la protection civile sont intervenus donc sur les lieux pour maîtriser l'incendie. Et la population a été mise en garde contre les jets de pierre et de laisser les sapeurs-pompiers faire leur travail dans des bonnes conditions. Le feu a été donc circonscrit par les sapeurs-pompiers et les aides donc continuent d'affluer à l'endroit donc des sinistrés de la commune de Balbala, victimes des incendies depuis le 18 juillet dernier. Et une réunion du conseil de crise donc a eu lieu hier suite à ces incendies, une réunion qui a été présidée par le Premier ministre par intérim, Moumin Hassan Barre, qui a réuni les membres du gouvernement ainsi que les différents responsables de la société civile et bien sûr des institutions chargées d'aider les sinistrés et les victimes de ces incendies. Et selon les instructions claires du chef de l'État, ces victimes doivent être soulagées de leur douleur et de leur détresse en leur apportant le maximum d'aide et doivent être donc relogées. Et le Premier ministre par intérim, Moumin Hassan Barre, a mis l'accent sur l'aide envers ces victimes donc de ces incendies qui se déclarent à Djibouti, un peu partout dans la ville de Djibouti depuis le 18 juillet dernier. Et poursuite donc de l'aide aux sinistrés de la commune de Balbala, les aides arrivent et ce sont notamment après le membre du gouvernement, la société civile, notamment les particuliers et les grands commerçants de la place qui affluent donc leurs aides auprès de ces sinistrés.
Mohamed Saïd Guedi MSG Group waxaan halkan ku wareejinayaa wada gaari naga taqabbal waxaan loo soo jeedinayaa ganacsiyaasha reer Djibouti inay sidaas oo kala sameeyaan. Et suite donc à ces incendies qui se sont déclarés un peu partout dans la commune de Balbala, le personnel donc de la radio-télévision de Djibouti ne manque pas également à son devoir puisque côtoie tous les jours les victimes de ces incendies. Le personnel de la RTD a pris l'initiative donc de collecter des fonds, aussi modeste soit-il, pour venir en aide à leurs concitoyens. Et comme vous pouvez le voir sur les images, ce sont tous les agents de la radio-télévision de Djibouti qui donc signent la collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés des incendies de la commune de Balbala. Également dans l'actualité, à Randa, cette fois-ci dans la région de Tadjoura, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, accompagné de son collègue du gouvernement, notamment le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a participé à la cérémonie de remise d'un groupe électrogène pour le village estival de Randa. Rappelons que le groupe électrogène de la région de Randa était en panne depuis quelque temps et Randa également fait partie du corridor que traverse le nouveau corridor Tadjoura-Mekele, donc une place stratégique, un village stratégique dont l'économie est appelée à s'accroître. Donc la cérémonie a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et également du ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et du ministre de l'énergie, ainsi que de toute la population du village de Randa. Également présents lors de cette cérémonie, les autorités de la région de Tadjoura, comme le sous-préfet, le préfet et le président du conseil régional. Ici à Randa, donc le groupe électrogène vient d'être octroyé par le président de la République pour le village de Randa. Donc ces promesses ont été faites lors de la dernière élection municipale et donc les populations, les électeurs de Randa n'ont cessé à chaque fois que les occasions s'est présentées de demander le groupe, et aujourd'hui voilà, donc le président vient de franchir un pas, donc un groupe vient d'être octroyé au village. Nous tenons à remercier le président de la République pour nous avoir fait ce geste qui est vraiment important et utile pour le village. Donc en ma qualité de secrétaire général du comité de gestion, je tiens à exprimer ma gratitude au mon nom personnel et au nom donc du comité ainsi que de toute la population du village de Randa. Merci. Et le ministre de l'énergie qui a participé également à cette cérémonie a bien sûr s'est réjoui de sa participation à cette cérémonie et a rappelé l'importance de ce groupe électrogène pour les habitants du village estival de Randa. Nous l'écoutons. Nous sommes arrivés ce matin pour pouvoir faire la mise en service et donner le nouveau groupe au comité de gestion du village de Randa. Ce groupe, rappelons-le, a été octroyé par le président de la République, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, et selon ses instructions, le groupe est arrivé dans de bonnes mains. La mise en service a été faite ce matin en présence du ministre de la région, mon collègue et frère M. Aramis.
l'accueil qui nous a été vraiment, je vais dire, fait ici à Randa, nous nous en réjouissons. Ça a été très marquant. Toute la communauté et les villages de Randa, mais toute la région aux alentours aussi, ont fait le déplacement pour nous accueillir. C'est une très bonne chose. Le gouvernement, à sa tête, le chef de gouvernement et président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, sont là pour la population de notre pays. Nous exécutons bien sûr les objectifs fixés par le chef de l'État. Ceci encore, nous réitérons notre assistance, notre savoir-faire et notre volonté d'être au plus proche de notre population nationale. Ces groupes des 125 kVA qui a été octroyé par le président de la République pour les villages de Randa. J'espère que le village de Randa sera de nouveau illuminé et participera bien sûr au développement de ces grands villages. Le village de Randa est un village historique. Nous savons très bien que toute la population de Djibouti vient passer les étés à Randa. Avec son climat frais, les équipes du ministère de l'énergie avec les DD sont à pied d'œuvre pour donner assistance, pour garantir une pérennisation de ces groupes électrogènes à Randa. Mais nous demandons encore une fois à la population de Randa de garder ces groupes comme il faut, de les surveiller, de l'entretenir, de les protéger. Et pour, en conclusion, pérenniser ces groupes-là, qui est neuf, c'est un groupe neuf, il faut le rappeler, n'est-ce pas, de laquelle chaleureux qui nous a été faite. Le président de l'Assemblée nationale qui passe ses vacances à Randa et qui a suivi de très près ce montage de groupe et l'installation de ce groupe, lui aussi nous remercions vivement le président de l'Assemblée qui a été à notre côté, qui est là pour le service de la population aussi. Inch'Allah, j'espère que ce groupe va être très bien gardé, très bien entretenu. Également dans l'actualité, la conférence sur la lutte contre les blanchiments des capitaux s'est ouverte donc ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion qui a vu la participation du représentant de la COMESA et de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti ainsi que du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. It is my pleasure to address this conference that has brought together a wide range of stakeholders who are crucial in the fight against money laundering. Before I make my brief remarks, I would like to express our gratitude to the government. Et à présent, je vous propose d'écouter l'extrait de l'intervention de l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité à Djibouti. C'est vraiment une autre grande occasion ici à Djibouti de faire quelque chose, ou d'assister à quelque chose qui se fait pour la première fois. Alors je voudrais avant tout féliciter nos partenaires, la Banque centrale ici à Djibouti, COMESA, qui est le partenaire de notre projet qui finance en partie de cette conférence. Pour vraiment nous réunir ici à Djibouti pour discuter, réfléchir sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Et enfin, clôturant la série des interventions, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, s'est réjoui de sa participation à cette conférence et a rappelé l'importance de cette dernière. Nous l'écoutons. Un réel plaisir et un privilège de prendre la parole devant cette auguste audience pour vous exprimer tout d'abord mes remerciements d'avoir honoré de votre présence pour cette première conférence nationale sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, co-organisée avec le COMESA, et souhaiter la bienvenue dans notre pays à nos invités qui nous viennent de l'étranger. J'aimerais ainsi adresser en premier lieu mes remerciements appuyés à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent depuis le début dans les processus de renforcement de notre dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Enfin, je tiens à remercier vivement tous les experts et éminents praticiens présents parmi nous. Les activités criminelles de blanchiment des capitaux ainsi que le financement international du terrorisme constituent un des fléaux majeurs de notre ère moderne qu'il faut absolument éradiquer au risque de voir s'écrouler notre société. La République de Djibouti enregistre depuis plusieurs années des solides performances économiques à la faveur d'une croissance constante et soutenue de son PIB, produit intérieur brut. Pour saisir pleinement toutes les chances de développement suscitées par ce contexte, le gouvernement a élaboré une stratégie ambitieuse dont l'une des composantes majeures est le développement du secteur financier, avec pour objectif de l'ériger à terme un hub financier régional et international. Après plusieurs années d'efforts et de réformes, nous voyons progressivement cet objectif se concrétiser. Ainsi, au cours des dernières années, le secteur financier djiboutien a connu une remarquable expansion où sa taille a quadruplé et ses opérateurs se sont densifiés et diversifiés. L'évolution du secteur financier s'est avérée être une solide option pour asseoir le développement économique et social de Djibouti, mais aussi un véritable défi pour le maîtriser et le pérenniser. En effet, si cet essor du secteur financier constitue indéniablement une opportunité pour le pays, il représente également une ouverture pour toutes les organisations criminelles qui souhaitent tirer profit de la forte imbrication contenue de notre pays avec le reste du monde. Le développement de nos institutions financières et la modernisation notamment technologique des services proposés est perçu comme autant d'outils à leur disposition pour développer leurs activités illégales. C'est pourquoi, sous l'égide de la Banque centrale et en collaboration avec nos partenaires au développement, a été entrepris depuis quelques années un vaste chantier de révision de la législation et le renforcement des capacités techniques, matérielles et humaines en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de consolider la modernisation et l'intégrité de notre système financier. Également dans l'actualité, la 28e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD s'est tenue donc les 23 et 24 juillet à Djouba, capitale de la République du Soudan du Sud. La République de Djibouti a été représentée par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. L'objectif de la réunion consistait entre autres à relancer le processus de paix au Soudan du Sud. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation du forum de revitalisation de l'accord de paix au Soudan du Sud. En marge de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de l'IGAD ont été reçus en audience par le président Salva Kiir, qui leur a exposé notamment la situation sécuritaire dans son pays et sa vision des pourparlers entre les belligérants au sud du Soudan dans le cadre du dialogue national qu'il compte relancer. Et après leur visite auprès du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au palais présidentiel, la délégation onusienne composée du directeur exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake, du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et du programme alimentaire mondial, du directeur exécutif et du directeur régional de l'OMS pour la région de la Méditerranée orientale ont été reçus hier après-midi par le ministre de l'Éducation nationale qui assure l'intérim du ministre de la Santé. Cette réunion de travail a permis au cadre de Marc de s'enquérir du fonctionnement des services de santé de notre pays. Et avant de se rendre au Yémen, où prévaut actuellement une grave crise humanitaire, une forte délégation des Nations Unies, conduite par la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti et représentante du programme des Nations Unies pour le développement, Barbara Mandi, a rencontré le ministre de l'Éducation, intérim de son collègue de la Santé, Mustafa Mohamed Mohamoud. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs hauts fonctionnaires du département ministériel de la Santé, dont le secrétaire général Ahmed Robleh. En outre, le ministre de la Santé par intérim a présenté la situation sanitaire de notre pays ainsi que l'impact des populations flottantes et les réfugiés a aussi été exposé. Djibouti est en plein développement et beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la santé et nous pouvons parler d'amélioration concernant la santé maternelle et infantile, a-t-il souligné. Et par ailleurs, le ministre de la Santé par intérim a déclaré que 80% de la population djiboutienne vit dans la capitale et qu'il était important de venir en aide aux nombreux ressortissants étrangers qui vivent avec leurs familles dans notre pays. Sport à présent, dans le cadre des Jeux de la francophonie qui se déroulent actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire, nos athlètes ont fait hier après-midi leur entrée en lice au mythique stade de Félix Houphouët-Boigny. Nos athlètes ont concouru donc sur la série des 800 mètres pour Mademoiselle Sohora qui ne s'est malheureusement pas qualifiée
pour la phase finale et le jeune Ibrahim Ougas qui s'est classé 5e pour la finale de 1000 mètres. Le médaillé de bronze du 5000 mètres au 7e jeu de la francophonie, l'athlète Youssouf est attendu dans les prochains jours pour faire également son entrée par la grande porte. Il reste désormais le seul espoir aux yeux des Djiboutiens puisqu'il a remporté l'une des 2 médailles de Djibouti lors des précédents Jeux de la francophonie qui se sont tenus en 2013 à Nice en France. Les 2 épreuves restantes sont les 1500 mètres et les 5000 mètres et sont prévues pour mercredi prochain. Notons que ces épreuves se sont déroulées en présence du ministre de la Jeunesse, du secrétaire d'État à la Jeunesse et du Sport ivoirien et aussi des différentes représentants des pays concurrents. Notre délégation a été représentée par le secrétaire général du secrétariat d'État à la Jeunesse et au Sport, Mohamed Ahmed Farah. Et page nécrologique pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de feu Hasna Abdelkader Mohamed survenu hier soir à 20 h à l'hôpital général Pelletier. La défunte était la mère de notre collègue animateur à la radio, Ibrahim Hassan. Hasna Abdelkader Mohamed s'est éteinte donc suite à une longue maladie. Elle laisse derrière elle 4 enfants, 3 garçons et une fille. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte et prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Fusillade meurtrière à l'ambassade d'Israël en Jordanie. 2 Jordaniens ont été tués et un Israélien blessé lors d'une fusillade qui est survenue dimanche dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël à Amman, en Jordanie. Cet incident intervient dans un climat de tension dans la région. 2 Jordaniens ont été tués et un Israélien grièvement blessé lors d'une fusillade survenue dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël à Amman, a indiqué la Sûreté générale jordanienne. Un précédent bilan fourni par la Sûreté générale jordanienne avait fait état d'un mort jordanien et de 2 blessés, l'un israélien et l'autre jordanien. Israël et la Jordanie sont liés par un traité de paix signé en 1994. Il n'est pas clair dans l'immédiat si l'incident est lié aux tensions provoquées ces derniers jours par la mise en place par Israël de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est occupée, un site ultra sensible géré par la Jordanie. Le nouveau dispositif de sécurité installé le 16 juillet dernier par Israël aux entrées de l'esplanade des mosquées a suscité la colère en Jordanie où vendredi plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Amman et dans d'autres villes à l'appel de la mouvance islamiste et de partis de gauche. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous retrouvons Ali Abdillahi pour son focus dans quelques instants. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment.
Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdullahi. Bonjour Ali. Bonjour donc, Ahmad. nous allons parler de sport, notamment du Tour de France 2017, 4e sacre pour le Britannique Christopher Froome. Eh bien, pour vous dire qu'il est le favori de ce Tour de France 2017, Christopher Froome a parfaitement tenu son rang en finissant Ahmad dimanche, donc hier, vainqueur de la grande boucle après une dernière étape gagnée sur les Champs-Élysées par le néerlandais Dylan Groenewegen. Le Britannique qui n'est plus qu'à une victoire du record dévance au classement final le Colombien Rigoberto Urán et le Français Romain Bardet. Lors d'une édition qui comportait moins d'étapes, Ahmad, en montagne que les précédentes, beaucoup pensaient avoir une chance de faire trembler donc le triple vainqueur du Tour. Plus grimpeur que sprinter, mais même s'il n'a pas remporté l'étape cruciale, le Britannique n'a jamais véritablement tremblé, construisant ainsi son succès sur une bonne dose de tactique et maîtrisant ainsi ses plus dangereux rivaux comme le Colombien Rigoberto Urán et le Français Romain Bardet. Avec l'appui de son équipe appelée Sky, la plus puissante du peloton du Tour de France, il a contrôlé ses adversaires en montagne en ne faiblissant qu'une seule fois. C'était donc le 13 juillet dernier à l'arrivée au nom de l'Altiport et du Péragu dans les Pyrénées. Si cette année le Britannique de 32 ans n'a qu'une avance de 54 secondes sur le deuxième, la plus étroite de ses 4 dernières victoires, il s'est montré également supérieur à ses rivaux dans la course contre la montagne au programme. Christopher Froome s'impose ainsi pour la 4e fois en 5 éditions depuis 2013. Il n'a perdu qu'une seule fois dans le Tour de France. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous avec la suite de nos programmes télévisés.